Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. La France suspend son aide publique au développement à destination du Mali. Paris évoque le recours au groupe paramilitaire russe Wagner par la junte au pouvoir. Un collectif d'ONG dont Médecins du Monde et Oxfam déplorent cette décision. Sur le terrain sécuritaire, depuis jeudi, 7 États ouest-africains se sont réunis à Accra, au Ghana. Objectif, discuter de coopération en matière de sécurité et de renseignement pour lutter contre la propagation des violences djihadistes au Sahel. Et avec 321 millions de locuteurs dans le monde, le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée après le chinois, l'espagnol, l'anglais et l'hindi. Une langue qui, vous allez le voir, est aujourd'hui au cœur du 18e sommet de la francophonie en Tunisie. Entre le Mali et la France, les relations se dégradent encore un peu plus. Jeudi, Paris a décidé de suspendre son aide au développement avec Bamako tout en maintenant l'aide humanitaire. Le Quai d'Orsay met en avant le recours de la junte malienne au groupe militaire russe, ce que dément Bamako. Ahmed Paraizo et Mathieu Nicolas pour les détails. Entre 2013 et 2017, la France a versé 473 millions d'euros au Mali au titre de l'aide publique au développement. C'est cette manne financière que Paris ne veut plus octroyer à Bamako. Pour justifier la suspension de son aide publique au développement à destination du Mali, le ministère français des Affaires étrangères évoque le recours au groupe paramilitaire russe Wagner par la junte au pouvoir. Mais la France, qui a déjà suspendu l'aide bilatérale directe entre les institutions publiques françaises et maliennes, affirme par la voix du Quai d'Orsay qu'elle maintient néanmoins son aide humanitaire et quelques soutiens à des organisations de la société civile malienne. Je vous le disais en titre, depuis jeudi au Ghana, 7 États ouest-africains sont réunis à Accra. Sur la table des discussions, la coopération en matière de sécurité et de renseignement pour lutter contre la propagation des violences djihadistes au Sahel. Lorraine Mabou. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger sont les 7 États d'Afrique de l'Ouest qui ont entamé jeudi à Accra une réunion en vue de consolider leur coopération dans la lutte des violences djihadistes au Sahel et dans les pays du Golfe de Guinée. Cette conférence tombe à point nommé. Elle tombe à point nommé car elle nous offre une rare opportunité de nous pencher sur les mesures et les stratégies déployées jusqu'à présent pour faire face à la menace terroriste et extrémiste violente. Lancée pour la première fois en septembre 2017, la conférence internationale sur l'initiative d'Accra consiste à partager des informations, du renseignement et à mettre en place des opérations militaires conjointes pour faire face au groupe État islamique et d'Al-Qaïda implantés au Niger et au Burkina Faso. Les violences djihadistes qui ont débuté en 2012 au Mali se sont étendues au Burkina Faso et au Niger voisin et menacent désormais les États du Golfe de Guinée. C'est une menace pour la paix et la sécurité internationale et pour la combattre efficacement, nous devons nécessairement impliquer l'ensemble de la communauté internationale et l'ONU en particulier. Deve necessariamente envolver toda a comunidade internacional e a ONU en particular. Un appel entendu par la communauté internationale, les représentants de la Grande-Bretagne, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne ont rejoint l'initiative. Cette conférence, du moins pour nous, l'Union européenne, consiste à vous écouter. C'est écouter nos frères africains lorsqu'il s'agit d'évaluer les défis qu'ils tentent de relever. Écoutez la meilleure expérience en matière de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court. Cette session de discussion technique sur la coopération en matière de sécurité et de renseignement se poursuit vendredi
Le forum vise à préparer une réunion ministérielle des pays de l'initiative d'Accra devant se tenir la semaine prochaine à une date non encore rendue publique. Les nouvelles autorités burkinabées ont annoncé mardi 25 octobre avoir lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et comme dans d'autres régions du pays, nombreux sont les jeunes, les personnes âgées et les femmes à s'engager. Le constat à Ouagadougou avec notre correspondant Edem Aïbla. Il est 9h à Ouagadougou dans l'arrondissement 44. Souleymane Bahiri, réserviste, se sent interpellé par un appel patriotique. Je vais au gouvernorat pour m'enrôler au VDP afin de compléter les FDS pour combattre le terrorisme qui nous a été imposé. Au gouvernorat du centre, nombreux sont ces candidats qui patientent pour répondre à l'appel du pays. Devenir VDP, volontaire pour la défense de la patrie pour apporter leur pierre à la lutte contre le terrorisme. Je suis plus que conscient parce que déjà je sais qu'à partir de Ouaga, on ne peut plus faire librement plus de 100 km sans avoir la peur au cœur. Vaut mieux de venir défendre ton pays que de rester à la maison pour ne rien faire pour ton pays. Je ne connais pas Manuel Lam, mais on dit qu'on va nous former à Manuel Lam. Bon, si on nous a formés, on sait comment pour Manuel Lam là, ça va beaucoup nous aider. Le travail de l'enrôlement se fait dans la discrétion la plus grande absolue. L'administration s'est prêtée à nos questions hors caméra. Un dispositif censé répondre à l'urgence sécuritaire dans un pays contrôlé à 40% par des groupes djihadistes mais qui représente de nombreuses failles, expliquent les observateurs avisés de la politique burkinabé. Je peux être d'accord avec le principe, mais tel que ça se passe, il y a des hicks. Le premier hic, c'est ceux qui vont s'enrôler déjà en amenant les médias, soit en se disant que je vais galvaniser les uns et les autres. Je ne veux pas qu'on frôle du populisme dans l'enrôlement pour être VDP. Le deuxième hic, la formation de ces VDP va durer 2 semaines. Alors, pour manipuler une arme, pour avoir l'endurance militaire ou pour avoir l'endurance tout court, 2 semaines de formation, c'est quand même un peu peu. C'est vrai que nous sommes dans l'urgence. Notre pays traverse une période difficile, mais il faut aussi qu'on soit prudent. Il ne faudrait pas qu'on fabrique des chairs à canon. Il ne faut pas qu'on envoie des inexpérimentés, des novices sur le terrain et après ça nous cause énormément de problèmes. Parce que cette question d'enrôlement dans les VDP, ça doit être encadré pour que demain, personne ne dise que j'ai été handicapé en allant défendre la nation, que personne ne retourne le couteau contre l'État. Sur les 50 000 volontaires attendus, environ plus de 30 000 sont déjà inscrits sur la liste et cela ne concerne que la région du centre. Parmi ces candidats, femmes et personnes âgées viennent également se faire enrôler. Politique à présent, il ne reste que 2 jours avant la fin de la campagne présidentielle en Guinée équatoriale. Ce dimanche, les électeurs sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président. Favori du scrutin, le candidat du parti au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema. L'actuel président brigue un 6e mandat à la tête de l'État. Il aura comme adversaire Buenaventura Montsui du parti de la coalition social-démocrate et Essono Ondo Andrés, président du parti de l'opposition Convergence pour la démocratie sociale. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, ce vendredi devait marquer la fin officielle de la COP27 qui a réuni pendant 12 jours des chefs d'État du monde entier. Seulement, la conférence sera prolongée jusqu'à samedi, a annoncé son président égyptien Sameh Choukri. Et une revendication est revenue au centre des discussions que les pays riches payent pour les dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Au dernier jour, les débats restent toujours tendus sur ce financement. L'Union européenne a fait une ouverture présentée comme son offre finale, mais les négociations risquent de se poursuivre au-delà de la clôture. Je vous propose d'écouter à ce propos Frans Timmermans, il est le vice-président de la Commission européenne. On l'écoute. Dans l'esprit d'essayer d'aider à trouver des compromis,
l'Union européenne voudrait faire l'offre suivante sur les pertes et dommages. Ce que nous proposons, c'est d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables par l'AMC et en vertu de l'article 8 de l'accord de Paris. Prenons à présent la direction de Djerba, en Tunisie, où s'ouvre demain le 18e sommet de la francophonie. La Tunisie accueille la rencontre après 2 reports, le premier en 2020 en raison de la pandémie, puis à l'automne 2021 après le coup de force du président Kais Saied. Le sommet a déjà réuni aujourd'hui 70 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, venus du monde entier pour une conférence aujourd'hui à huis clos. Le bambara, le peul ou encore le soninké, autant de langues parlées sur les 70 dont dispose le Mali, mais seul le français est reconnu comme langue officielle. Quelques lignes dans un projet de constitution en octobre ont relancé un vieux débat. Le français doit-il rester la seule langue officielle du pays? Lorraine Mabouf. Dans cette salle de classe de l'école normale supérieure de Bamako, le professeur déroule son cours en bamanankan, l'une des langues maternelles les plus parlées au Mali. C'est une langue qui est vraiment importante dans notre société car tous les Maliens, toute la population malienne parle presque dans cette langue, Donc c'est très important d'apprendre le bamanankan. Le pays compte au moins 70, mais la seule langue officielle depuis est le français. Héritée de la période coloniale, la langue française est encore très utilisée dans l'administration, sur les panneaux de circulation, à la télévision nationale, mais très peu dans les rues de Bamako et encore moins dans les coins reculés du pays. Une situation que le Mali souhaite aujourd'hui changer en adoptant au moins une seconde langue officielle. Mais de la volonté à la réalisation, il y a plusieurs étapes à franchir, même si un projet de loi a été élaboré pour contribuer à l'atteinte de l'objectif. Certains processus-là ne se définissent pas dans un décret, ne s'énoncent pas à coup d'humeur. Il faut laisser l'incubation se faire. Et si nos langues nationales doivent venir un jour comme langue officielle, très certainement, elles vont s'établir. Sous le régime de Moussa Traoré, le Mali a essayé de faire des langues locales les principales langues d'enseignement à l'école. Faute d'investissement de l'État, ces écoles expérimentales sont devenues des écoles de seconde catégorie aux yeux des parents et des enseignants. Les langues locales sont actuellement enseignées à petite échelle à la faculté des langues de Bamako. On a commencé un processus en parlant de généralisation de l'enseignement de langue nationale, de l'utilisation des langues nationales dans l'école. Mais ça a été, de mon point de vue, un coup d'épée dans l'eau, parce qu'en dépit des grands moyens injectés, de l'engagement des écrivains ou des éditeurs, eh bien, c'est resté lettre morte. Aujourd'hui, de nombreux Maliens souhaitent que les langues locales occupent une plus grande place dans la sphère publique. Le projet de loi est pour certains une opportunité de se défaire des liens de la colonisation. Toutefois, pour officialiser une langue locale, il faut s'outiller, l'enseigner et la vulgariser. La Corée du Nord qui lance un missile balistique intercontinental en mer du Japon. Au moins 21 morts dans un incendie au camp de Jabalia à Gaza et 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité après une nouvelle campagne de frappe russe. C'est le reste de l'actualité réalisée par Marie Galceran et Noël Dong. La Corée du Nord a une nouvelle fois lancé un missile balistique intercontinental ce vendredi. Le projectile est tombé au large de la mer du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines. Ce n'est pas la première fois qu'un missile nord-coréen finit sa course dans la zone économique exclusive japonaise. La Maison-Blanche a condamné le tir qui constitue selon elle une violation éhontée de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un important incendie a ravagé jeudi une maison au camp de Jabalia à Gaza, tuant au moins 21 Palestiniens dont des enfants. Les autorités du Hamas et les services de secours ont affirmé que du carburant stocké dans la maison de 3 étages était à l'origine du sinistre. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décrété une journée de deuil national
déplorant une tragédie nationale. L'autorité palestinienne a fait une demande aux autorités israéliennes pour ouvrir le passage d'Erez afin de pouvoir soigner les survivants. Au nom de l'État d'Israël, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz a exprimé sa profonde tristesse face au terrible drame et proposé l'aide d'Israël aux habitants blessés. Plus de 10 millions d'Ukrainiens étaient privés d'électricité vendredi au lendemain de nouvelles frappes russes dans plusieurs villes, dont Kiev, survenues durant les premières neiges, alors que le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés dans les prochains jours. Ces bombardements répétitifs visent depuis octobre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, privant régulièrement de courant mais aussi d'eau des millions d'habitants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une autre attaque terroriste russe. Le Kremlin a rétorqué que les souffrances des civils en Ukraine étaient imputables au refus de Kiev de négocier. Et cette triste nouvelle pour l'équipe du Sénégal, à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Hier soir, l'attaquant Sadio Mané a officiellement été déclaré forfait. Un coup dur pour l'équipe du Sénégal, championne d'Afrique. Même s'il avait été retenu dans la liste d'Aliou Cissé malgré sa blessure au genou, l'attaquant du Bayern n'aura finalement pas l'occasion de porter le maillot des Lions à Doha. On écoute à ce propos Manuel Afonso, il est le médecin de la sélection sénégalaise. Les nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Et au Brésil aussi, les supporters se préparent à la Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les rues de Sao Paulo ont été décorées avec les couleurs vertes et jaunes du drapeau brésilien. Le pays débutera dans la compétition jeudi 24 novembre contre la Serbie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Télé Sud.